Sommaire, l'entrée en jeu du juge d'instruction dans l'affaire dite Petro-Tim relative à l'attribution de droits pétroliers à Franck Timis et aux accusations de détournement contre Aliou Sall. Les auditions démarrent ce lundi. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. La loi de finances 2020 passe devant les commissions à partir d'aujourd'hui. Budget programme en lieu et place du budget de moyens. Explication dans le dossier de ce journal. Absentéisme des enseignants dans les écoles publiques de Kédougou. Le gouverneur de la région demande aux autorités académiques de la région de suspendre les salaires. Pour les titres de l'actualité internationale, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. 9 marins enlevés au large des côtes du Bénin. Leur navire a été attaqué par des pirates à environ 15 km de la côte. Le Burkina Faso, toujours sous le choc après l'assassinat hier du député maire de Djibo. Oumaro Diko et 3 de ses compagnons sont tombés dans une embuscade dans le nord du pays. Un sommet extraordinaire sur la crise politique en Guinée-Bissau, sommet prévu vendredi prochain à Niamey au Niger. Une annonce du chef de la délégation de la CEDEAO qui était hier à Bissau pour rencontrer les protagonistes. Le détail de ce menu inter dans un instant. Pour les titres sport, bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Souleymane. Alors que nous allons parler de football avec le Néo-Lion nouvellement convoqué en équipe nationale. Naby Sarr, fils de Boubacar Sarr, le coach parle de son ambition avec le Sénégal. Je suis venu pour rester, dit-il, dans ce 12 heures. Organisation de la Coupe du Monde des clubs à la même période que la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sadio Mané tranche le débat. Le numéro 10 de Liverpool opte pour le maillot national Beach Soccer. Après avoir remporté la Copa Lagos avec brio, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer met le cap désormais sur la prochaine Coupe du Monde. Le développement de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez. À suivre le reportage Gamou qui nous viendra de la région de Saint-Louis, foyer ardent de l'islam au Sénégal qui se prépare avec ferveur au Maoulid. Et puis point de vue sur le respect des échéances sur les grands projets, exemple le TER. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, cette matinée macabre à Ziguinchor, un individu a été retrouvé mort, pendu à un arbre au quartier Djibok suite à une bagarre qu'il a opposée à un jeune, lui-même blessé et admis aux urgences. Un autre corps a été aussi découvert au quartier Boukot, mais on ignore les causes de la mort. Lamine Ba. La bagarre qui a viré au drame a opposé 2 hommes. Les voisins ignorent les raisons de leur dispute, mais ils ont été témoins du coup de poignard que le plus âgé a administré au jeune qui sera admis plus tard aux urgences de l'hôpital régional. Une femme que nous avons trouvée dans la maison où a lieu le drame raconte qu'ils se sont réveillés ce matin en découvrant le corps du sexagénaire pendu à un arbre avec une corde. De l'intérieur, nous avons entendu des cris. Quand nous sommes sortis, nous avons trouvé que le plus jeune était grièvement blessé par le vieux, qui lui a administré un coup de couteau. Nous l'avons relevé et évacué aux urgences. Ce matin, à notre réveil, notre surprise a été grande de découvrir que l'auteur du coup de couteau s'est pendu à un arbre avec une corde. Le corps de celui qui s'est suicidé est récupéré par la police qui a ouvert une enquête. Il faut signaler que le corps d'un autre homme d'une 50aine d'années a été aussi retrouvé ce matin au quartier Boukot, toujours dans la commune de Ziguinchor. Mais on ignore pour l'heure les raisons qui ont conduit à sa mort. Les témoins affirment par contre avoir trouvé dans les poches de ses vêtements des produits pharmaceutiques. Là aussi, la police a ouvert une enquête, nous apprend-on. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Allons à présent au palais de justice de Dakar où, comme je vous le disais tout à l'heure, le juge d'instruction entame à partir d'aujourd'hui les auditions dans l'affaire dite Petro-Tim relative à l'attribution des droits pétroliers à Franck Timis et aux accusations de détournement contre le frère du président Aliou Sall. On prend les mêmes et on recommence, mais après l'enquête policière, cette fois-ci c'est devant le juge d'instruction. En direct avec nous, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Où en est-on de ces auditions ? Oui, je confirme que les auditions ont bel et bien démarré vers 9h40. Défilé du témoin devant le doyen des juges à son bureau. Les 3 personnalités que vous avez citées, à savoir Mamadou Lamine Diallo, le journaliste Moutban et Babacar Mbaye Ngara, sont tous venus à l'heure convoqués qu'ils sont à partir de 9h30. Alors,
premier à faire face au magistrat instructeur Mamadou Lamine Diallo. Au bout d'une heure, il est sorti du bureau du doyen des juges. On a vu Mamadou Lamine Diallo pas très enthousiaste, hésitant dans les réponses à la question de savoir s'il avait confiance au travail du magistrat. Il nous a dit, on verra pas plus, le secret de l'enquête peut-être. Quant à Babacar Mbaye Ngaraf, il nous a confié avant d'entrer dans le bureau du juge que ça démarre plutôt mal. Le magistrat instructeur n'a pas prévu d'entendre des personnalités clés dans le cadre de cette affaire Petrotim. Il s'agit sans lui de la journaliste de la BBC, Mayeni Jones, du président Abdoulaye Wade et de son fils Karim Wade. Merci Mohamed Ali Mouba. Vous évoquiez tout à l'heure l'interview que Mamadou Lamine Diallo, le député, vous a accordé. Je vous propose d'entendre un extrait de cet entretien Mamadou Lamine Diallo au micro de Ali Mouba. J'espère que la vérité sera connue et dite dans cette affaire, c'est à dire aux populations. Les questions pétrolières et gazières sont trop importante pour les populations africaines. J'ai toujours dit qu'il nous faut nous battre pour éviter la malédiction des matières premières, du pétrole et du gaz. Je suis dans ce combat et cette affaire a été soulevée depuis plusieurs années et maintenant la justice a pris ça en main, on verra bien. Et finalement, vous êtes confiant par rapport aux auditions? Je ne sais pas. Moi, il y a le secret, évidemment, mais bon, voilà. Vous avez insisté sur quoi? En tout cas, moi, c'est ce que je sais, oui. Vous avez insisté, vous avez produit quel type de document? Enfin, j'ai dit ce que je savais de cette affaire-là, comme témoin. Et vous êtes confiant? Moi, je pense que c'est une affaire qui est sérieuse, il faut se battre. Comme je vous ai dit, c'est un combat de tous les jours pour éviter la malédiction des matières premières dans notre pays. On dit qu'avec l'arrivée du juge d'instruction, normalement, ça devrait aller, quoi. Il ne devrait pas y avoir de problème. On verra bien. Toujours au sujet de l'exploration et de la future exploitation de nouvelles ressources pétrolières et gazières du Sénégal, le ministère de l'Énergie et du Pétrole et la société Petrosen entament aujourd'hui une campagne de promotion du nouveau code pétrolier et du potentiel du bassin sédimentaire sénégalais sur 12 blocs. Ceci en vue du lancement imminent d'un appel d'offres international pour l'attribution des 10 blocs. À partir de ce lundi 4 novembre jusqu'au 8 novembre prochain, des agents du ministère de tutelle et de Petrosen vont présenter les atouts du Sénégal à la 25e conférence internationale de l'Africa Oil Week au Cap en Afrique du Sud. Cette phase de médiatisation et de vulgarisation du code et du potentiel pétrolier se déroulera jusqu'au 29 janvier 2020. Les compagnies intéressées pourront préparer et déposer leur offre entre le 1er février et le 31 juillet 2020. Un mot de politique, la coordination départementale du PASTEF dit soupçonner une tentative de musellement de leur leader. Ces partisans de Ousmane Sonko dans le département de Fatick comptent s'ériger en bouclier pour défendre le président du PASTEF. En conférence de presse, ils ont exigé l'ouverture d'un procès public dans l'affaire des 94 milliards. Le PASTEF départemental de Fatick a aussi décliné ses ambitions de participer aux prochaines locales. Boukar Diouf, coordonnateur du PASTEF Fatick, au micro de Aminata Koudiaby. Les 94 milliards, qui est un conflit qui oppose, on dira que ça oppose le parti PASTEF à l'État du Sénégal. Comme à l'accoutumée, le président excelle dans le reniement et la traque de ses opposants. Face à cette tentative de musellement, notre leader, la coordination départementale de Fatick, se dressera en rempart solide, tel le mur de Berlin, pour protéger avec tous les moyens cet homme de valeur qui n'a comme seul tort de défendre les intérêts du peuple sénégalais. Ainsi, sur l'affaire des 94 milliards, la coordination départementale de Fatick, forte et confiante des preuves irréfutables que détient le président Ousmane Sonko, demande l'ouverture d'un procès public pour juger et condamner les délinquants financiers que sont Mamour Diallo et Tahirou Sarr. À défaut d'une telle attitude, les militants et sympathisants de la coordination départementale de Fatick entendent se faire entendre à travers des rassemblements, des marches de protestation. Ici, dans toutes les 17 communes, le parti PASTEF est installé. Nous serons donc présents à la conquête des mairies. RFM, la radio de toute l'actualité. Début
début ce lundi du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, la loi de finances 2020 passe devant les commissions à partir d'aujourd'hui et pour quelques semaines avant de passer à la plénière. Gestion technique des finances publiques, le Sénégal va appliquer la directive de l'UEMOA, passant du budget de moyens au budget programme. Des députés approuvent la multiplication des ordonnateurs de budget et l'efficacité des procédures administratives et ils estiment que cette stratégie va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le financement des programmes de développement. C'est l'objet du dossier réalisé par Mamadou Amardion. Le député Mamadou Diop Decroix détecte la nouveauté dans la nouvelle vision de l'Union économique et monétaire ouest-africaine concernant le budget programme. On doit savoir maintenant pour chaque montant du budget décaissé quel programme doit être exécuté à partir de cet argent qui est autorisé par l'Assemblée nationale. Et donc, on va avoir des directeurs de programme, c'est-à-dire des personnes désignées exprès pour s'occuper de ces programmes-là. Son collègue Théodore Chérif Monteuil souligne aussi les avantages dans ce passage du budget moyen au budget programme. Dans le cadre de l'ancienne architecture budgétaire du Sénégal, toutes les finances, tout le budget était géré au niveau du ministère des Finances. Aujourd'hui, il s'agira de loger les différents budgets dans les programmes eux-mêmes avec des ordonnateurs de budget qui seront nommés par décret, qui seront contrôlés par l'Assemblée nationale et qui auront des obligations de résultat. Avec cette directive de l'UEMOA, le peuple sénégalais va mieux comprendre l'exécution du budget. Mamadou Diop Decroix. Comment l'argent est décaissé, comment il est utilisé, est-ce que les objectifs sont atteints, s'il y a des correctifs dans la conception, s'il y a des sanctions par rapport à la gestion, etc. etc. Théoriquement, les malversations devraient être également plus compliquées. Pour Théodore Chérif Monteuil, c'est une marque de progrès réel dans la gestion budgétaire. On passe vraiment à une forme d'organisation presque du type entrepreneurial qui va rendre les choses beaucoup plus efficaces, qui va réduire la bureaucratie et qui permettra d'aller beaucoup plus vite dans l'exécution budgétaire. Le Sénégal est dans l'élan communautaire pour une meilleure coordination des dépenses publiques. IPRES cherche DG. L'institution de prévoyance retraite vient de lancer un appel à candidature pour le remplacement de Mamadou Diagne Simbeng. Entre autres critères, il faut être titulaire d'un diplôme Bac plus 5 en droit, économie, gestion ou équivalent et justifier d'au moins 10 ans d'expérience dans une fonction de direction d'une grande structure. Les candidats ont jusqu'au 24 novembre prochain pour se faire connaître. Après la nomination avortée d'un DG par décret présidentiel, l'IPRES est dirigé depuis quelques semaines par son secrétaire général Cheikh Gueye, une décision du conseil d'administration de l'IPRES. Face à l'absentéisme prolongé de certains enseignants notés depuis la rentrée scolaire, le gouverneur de la région de Kédougou sort de sa réserve et demande aux autorités académiques et scolaires de sévir en procédant purement et simplement à la suspension des salaires. William Manel s'est confié à notre correspondant Ibrahima Diabakhate à l'occasion de la cérémonie de levée des couleurs ce matin au lycée technique industriel et minier de Kédougou. Grâce à qui d'ailleurs on a certains résultats. Mais à côté, on a des enseignants qui ont même oublié comment tenir une craie. Ils sont là à vadrouiller dans la ville au lieu de se préoccuper des apprenants qui sont là dans les réseaux. C'est pas ça un enseignant. Être enseignant, c'est un métier très noble. Très noble parce qu'on a entre ses mains la formation du futur cadre, du futur citoyen dans ce pays. Et je voudrais vraiment insister auprès de l'inspecteur d'académie, auprès des IF, auprès des chefs d'établissement. Pas de complaisance par rapport à ce type d'enseignants. Le salaire doit être mérité. Un enseignant qui part en vacances, il prolonge de 15 jours, on coupe son salaire, on suspend son salaire. Moi, j'aimerais qu'on scelle ce pacte-là autour de la donne que nous maîtrisons le plus, ça veut dire les enseignants qui sont des agents de l'État. Comme tous les lundis, les premiers lundis du mois, depuis quelques mois, la cérémonie de levée des couleurs a été également marquée au lycée Mamcher Mbaye de Tambacounda, un lycée en ruine depuis des années et qui sera réhabilité sous peu. L'annonce a été faite par le gouverneur Omar Mamadou Baldé ce matin lors de la cérémonie suivie d'un défilé militaire. Reportage Moussa Omar Gueye. Le lycée Mamcher Mbaye, construit en 1983, il y a 36 ans, croupit sous le poids de l'âge. Le gouverneur Omar Mamadou Baldé de Tambacounda rassure. J'ai le plaisir de dire que nous avions déjà
reçu une mission de techniciens envoyée par la fondation de la Sonatel qui a fait le travail en tout cas de levée nécessaire et nous attendons le retour des équipes. À côté de cela aussi, je précise que l'AGEROUTE a déjà fini de préparer le cahier de charge, m'ont-ils dit, et nous verrons, pour ne pas perturber les cours, quel est le moment le plus opportun pour pouvoir donc entamer ces travaux de réhabilitation du lycée. Les autorités administratives, religieuses, les chefs de service et élus des collectivités territoriales ont pris part à la levée des couleurs ce lundi. Ibrahim Ndiaye, le président du conseil d'orientation de l'Agence des aéroports du Sénégal, est un ancien du lycée Mame Cheikh Mbaye. Depuis l'année dernière, j'avais fait un appel en tout cas qui est en tout cas entendu par les autorités. Parce que ce lycée-là, je pense que ça fait plus de 40 ans que ce lycée est là. Je pense que les gens ont crié quand même que le lycée était dans une situation lamentable et aujourd'hui je pense que l'État a pris les bonnes dispositions. En tant que politique, en tant que fils de Tamba, ce que nous allons faire, nous le ferons en tout cas dans la plus grande discrétion. Les parents d'élèves sollicitent vivement une année scolaire apaisée sans mouvement d'humeur. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. À Kolda, le concept armée-nation est réel. Des soldats, en sus de leur mission de sécurité, participent au maintien de l'ordre dans les terrains de football du championnat populaire et dans les zones où il n'y a pas la police ou la gendarmerie. Ce sont généralement dans les zones rurales non loin de leur cantonnement. Les jeunes se réjouissent de cette collaboration entre l'armée et les populations. Abdoulaye Diallo. Un sport sans violence est devenu un enjeu de taille à nos jours. C'est ce qu'a compris des soldats de la zone militaire numéro 6 de Kolda en poste dans des localités où les populations sont loin des forces de maintien de l'ordre. Ensuite, de leur mission de sécurité, ces soldats participent au maintien de l'ordre dans les terrains de football du championnat populaire de ces localités. Mamadou Sow est le président de l'ODEGAM de Kolda. Ce concept armée-nation est à sa juste valeur justifiée dans ce secteur-là parce que depuis le début, vous savez que c'est très loin de Kolda, mais il y a la présence de l'armée depuis le début qui accompagne ces activités pour la sécurité. Et si vous voyez un peu partout, vous regardez, il y a des militaires parce qu'il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas la police, mais vraiment le concept armée-nation justifie sa présence ici. Ce qui a permis aux acteurs du championnat populaire ODEGAM de mener leur compétition dans la paix et la sécurité. Boubacar Baldé est président de zone. Surtout jouer avec nos violences, les deux équipes ils ont quand même joué dans le fair play. Ce sont également des localités victimes d'un manque criard d'infrastructures sportives. C'est pourquoi la jeunesse en réclame. Là, il n'y a pas d'infrastructure, mais nous on se détracasse tant peu que mal pour avoir des craintins, pour pouvoir clôturer. Si vous regardez ici, il y a 120 craintins que nous avons achetés à 1500 les craintins. Et dans beaucoup de communes du monde rural, il n'y a pas d'infrastructure digne de son nom. Et donc nous lançons un appel aux autorités compétentes, que ce soit nationales, locales, de venir en aide à cette jeunesse pour pouvoir s'épanouir. Avec le développement des nouvelles technologies, aujourd'hui la pratique du sport n'est un secret pour personne. Cette jeunesse est prête à affronter n'importe quel podium, disent-ils, s'ils sont mis dans les conditions nécessaires à la pratique du sport. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Le reste de l'actualité avec le Mauloud qui sera célébré dans quelques jours. Le chef de l'État est arrivé à Tivaouane pour sa traditionnelle visite en prélude au Maulid. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À suivre tout à l'heure le reportage Maulid qui nous viendra de Saint-Louis. Et puis, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a servi une notification de grief à la société Saga Africa Holding Limited. La RTP reproche à l'opérateur de téléphonie la violation des articles 4 et 8 de la décision 2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications. L'autorité de régulation rappelle l'obligation pour tous les opérateurs de recueillir son accord préalable par voie de courrier officiel avant le lancement de tout nouveau produit ou service dans un délai d'1 mois avant la date de commercialisation. Dans sa notification de grief, la RTP souligne que les promotions lui sont notifiées par courrier officiel au moins 5 jours ouvrables avant leur lancement. La société Saga Africa Holdings Limited est sommée de fournir des explications sur des manquements aux obligations réglementaires. RFM. L'actualité internationale.
Rebonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane. Dans le golfe de Guinée, ce sont 9 marins qui sont enlevés en rade du port de Cotonou, la capitale économique du Bénin. 9 marins philippins, ils étaient plutôt dans un cargo norvégien. Les autorités portuaires et l'armateur ont annoncé qu'ils ont été enlevés par des pirates présumés. Adi Magat Ndiaye. Le navire Bonita a été attaqué à environ 9 miles de la passe d'entrée du port et 8 membres de l'équipage plus le commandant du navire ont été enlevés. C'est ce qui est dit dans le communiqué. Une enquête est en cours et d'autres membres d'équipage sains et saufs étaient auditionnés ce dimanche. Dans le communiqué, l'armateur norvégien du navire de la compagnie Hugland a confirmé l'attaque et l'enlèvement de 9 membres d'équipage alors que le Bonita attendait de pouvoir décharger sa cargaison de gypse. Un porte-parole de la compagnie a indiqué dans un journal que les marins enlevés étaient tous de nationalité philippine. Le golfe de Guinée, qui s'étend du Cameroun jusqu'au Libéria, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane, d'où sont originaires les pirates. Les terroristes endeuillent encore le Burkina Faso. Un député et 3 personnes ont été tuées hier dans le pays. Il s'agit du député maire de Dibo, Oumaro Diko, et 3 de ses compagnons. Ils sont tombés dans une embuscade en milieu de journée. Virginie Léontine Sagna. Selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le véhicule du député maire de Djibo et ses 3 compagnons a fait l'objet d'une attaque combinée perpétrée par des individus armés hier dimanche à Gasking, à une trentaine de kilomètres de la localité. Les services de sécurité ont révélé que le véhicule a d'abord sauté sur un engin explosif improvisé, tuant sur le coup le chauffeur alors que le député avait survécu à l'explosion. Des témoins ont affirmé qu'il a été abattu par la suite quand des assaillants ont fait irruption sur les lieux. Ils signalent qu'ils ont ouvert le feu sur le maire et le 4e occupant du véhicule alors que les passagers d'un car tentaient de les secourir. Les assaillants, selon les témoins, ne s'en sont pas pris aux passagers du car. Selon nos confrères de BBC Afrique, c'est la première fois que des groupes armés abattent une autorité de ce rang depuis le début des attaques contre le Burkina en 2016. Au Mali, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué 2 attaques meurtrières dans la région de Menaka, l'attaque dans laquelle 49 soldats sont morts vendredi, ainsi que celle d'un militaire français victime d'un engin explosif samedi lors d'une opération. Le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est l'invité d'honneur. Le premier ministre français Édouard Philippe y est attendu. Le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est prévu les 18 et 19 novembre. Cérémonie d'ouverture dans la soirée du 17 novembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Un mot sur la crise politique en Guinée-Bissau qui est au menu d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Ce sera vendredi à Niamey au Niger. Une délégation de la CEDEAO était en visite hier à Bissau et a rencontré les protagonistes. Et dans sa déclaration, le ministre des Affaires étrangères du Niger qui a mené la délégation a réaffirmé la position de l'organisation, à savoir son soutien au gouvernement de Aristide Gomes et le caractère illégal du décret présidentiel qui a démis ce gouvernement. La Guinée-Bissau a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements alors que la campagne pour la présidentielle du 24 février a débuté ce week-end au Souleymane. Merci Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous parlerons tout à l'heure à point de vue des problèmes de respect des échéances dans les grands projets de l'État. Dernier exemple en date, l'échéance donc de démarrage du TER. Nous en parlerons tout à l'heure avec M. Segassi, expert en gestion de projet, et avec M. Tierno Tchoun, économiste, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. RFM Sport.
Rebonjour et bienvenue à vous, Malal Diagne Junior. Merci, Souleymania. Naby Sarr veut s'imposer en sélection A du Sénégal. Le fils de l'ancien international Boubacar Sarr, Locotte, convoqué nouvellement en sélection, veut se faire une place après avoir joué avec les sélections de jeunes en France. Il espère s'imposer en équipe nationale. Il s'est prononcé depuis sa sélection pour la première fois au micro de notre correspondant à Londres, Al Samsek. Naby Sarr, que nous écoutons. Beaucoup travaillé pour être dans cette liste. Voilà, y être, c'est vraiment une grande fierté. Il m'a juste appelé quelques semaines avant la liste pour me parler un peu de la sélection. Voilà, me dire comment ça se passait, etc. Mais bon, pendant son appel, il m'a pas dit que j'allais être sélectionné. Il m'a juste parlé de la sélection. C'est seulement jeudi que j'ai découvert que j'étais dans la liste. Vous avez joué en équipe de France des moins de 20 ans. Et qu'est-ce qui a expliqué votre décision de venir jouer pour le Sénégal? Non, quand j'étais jeune, j'ai pas été approché par le Sénégal, j'ai été approché par l'équipe de France. Voilà, c'est pour ça que j'ai joué avec les Bleus en étant jeune. Maintenant, dans un coin de ma tête, je savais que dans le monde professionnel et plus tard avec les A, je voulais jouer avec le Sénégal. Maintenant, voilà, j'ai attendu, j'ai été patient et au final, ça arrive enfin. Non, je suis content. Je sais que voilà, le football africain est très rugueux, donc je pense que ça se rapproche un peu de la Championship. Donc je pense que voilà, ça va beaucoup aider à ce niveau-là. Il y a beaucoup de rythme aussi en Afrique. Tout comme en Championship, donc voilà, j'espère que ça m'aidera pour ma sélection. Organisation de la Coupe du Monde des clubs en juin. Sadio Mané opte pour le Sénégal. Le numéro 10 de Liverpool et de l'équipe nationale du Sénégal est formel. Il viendra jouer pour l'équipe nationale du Sénégal au cas où l'on organiserait la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet. Pour le joueur de Liverpool, c'est une décision scandaleuse. Il l'a dit ce matin dans RFM Matin. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible en fait. Le monde, je dirais plus que c'est horrible, c'est pas possible. On ne peut pas jouer la CAN en 2021 et aussi pour décaler la Coupe des clubs. Je crois que c'est. De toute façon, on sait que voilà, on va être là pour notre nation qui aura besoin de moi, donc c'est ça que j'ai à dire. Vous allez choisir le Sénégal dans ce cas de figure si la Coupe du Monde des clubs se joue à la même période que la CAN, c'est ça? Bien sûr que je vais choisir mon pays, même si je veux faire mes mains, donc ça, il n'y a même pas de débat, ça c'est clair. Après le reste, c'est ce qu'ils vont s'occuper de ça. Sadio Mané sera-t-il ballon d'or ou pas? Les Sénégalais tranchent et votent pour l'enfant de Bambali, suivant ce micro-trottoir réalisé par Fatima Silla. Vu qu'hier aussi il a fait une excellente prestation, il a marqué le but de la victoire, on peut dire. Je dis bien qu'il a des chances, ouais, bien sûr, il a des chances. Devant Van Dijk, Messi, Cristiano, ouais, il a des chances. Le fait qu'il soit noir a des blocages. Parce que genre, on peut dire que les Européens, ils favorisent d'abord les Blancs. Après, bon, les Noirs viennent en second tour. Mais bof, vu avec les performances qu'il a fait les derniers temps, bon, franchement, je crois qu'il sera bien ballon d'or. Je suis d'origine libanaise et je pense bien que Sadio Mané, s'il continue sur cette lancée, il a la chance d'avoir le ballon d'or. Il a la chance d'avoir le ballon d'or. Une autre équipe du Sénégal, les U17 qui doivent jouer en 8e de finale de la Coupe du Monde de la catégorie, ce sera face à l'Espagne mercredi prochain à 19h. Malik Daf, sélectionneur de cette équipe nationale du Sénégal, devra se passer des services de Ousmane Ba, son gardien, et de Thibaut Aubertin, tous les deux blessés et indisponibles, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Dernière ligne droite de ce journal des sports, Beach Soccer. Le Sénégal remporte le tournoi de Lagos. Ils ont battu les Lions du foot de plage hier en finale l'Angleterre par 3-2. Après cette victoire, Lansana Diassi a été élu MVP du tournoi. Mais pour Ngala Sylla, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, le plus important reste à venir. On a joué un tournoi aujourd'hui avec des grandes nations, que ce soit l'Angleterre qui nous a causé aujourd'hui d'énormes problèmes, le Brésil, l'une des meilleures équipes du monde, le Nigeria qui est notre concurrent direct en Afrique. Donc encore une fois, chapeau à mes joueurs. Maintenant, il faut oublier vite ce tournoi et essayer de progresser parce que voilà, pour moi, le plus important, ce ne sont pas les tournois. Il y a un objectif qui est devant nous, qui est encore de rentrer dans le carré d'as. Encore une fois, il faut travailler. Il y a le temps qui reste, il faut encore travailler toujours pour réussir à ces objectifs. Maintenant, il faut rester humble. Voilà, il faut avoir envie de gagner d'autres trophées. Nous sommes très concentrés sur notre sujet. En tout cas,
Ce ne sera pas du tout facile de jouer une Coupe du Monde. Il y aura que les meilleures équipes du monde et avec une poule très serrée comme la Russie, encore une fois, la Bélarus, les Émirats arabes. Donc, en tout cas, nous continuons le travail à Dakar. On va revenir une fois. Après, on reprend le mercredi pour la dernière ligne droite avant de rallier Paraguay le 10, Inch'Allah. Et véritables ambassadeurs du football et du Sénégal, à chaque fois que les Béchissoko sort, ils reviennent avec l'or autour du cou. En tout cas, bravo à nos lions. Voilà. Merci Malal Diagne Junior et bon appétit. Merci. RFM, reportage. Reportage Maouloud, le Maouloud qui se prépare activement à Saint-Louis. Des séances de Bourda sont organisées dans les mosquées et les foyers religieux comme Pâle. Certains talibés vont rallier Tivaouane alors que d'autres comptent célébrer le Gamou sur place. Suivons le reportage de Mohamed Nabi Silla. Les prières ardentes dites dans des mosquées et dans des foyers religieux marquent les activités préparatoires du Maouloud 2019. À cette occasion, des activités de nettoiement sont tenues dans des différents foyers religieux comme à Pâle, où la ville se fait belle pour accueillir les pèlerins. Dans le faubourg de Sor, le GIE 7 hommes s'active pour un meilleur accueil des pèlerins. Ndeye Fatou Diouf, qui affiche un dynamisme, invite les populations à réserver un accueil chaleureux pour les musulmans qui viennent passer le Maouloud dans les foyers religieux de Saint-Louis. Chaque année, nous préparons le Maouloud avec des activités de nettoiement, bien accueillir les pèlerins. Beaucoup de Saint-Louisiens viennent assister à des gamous traditionnels. C'est pour ça que nous invitons les populations à s'investir, surtout pour le nettoiement. La nuit du prophète est très importante ici à Saint-Louis. C'est pour ça que nous sommes engagés volontairement pour relever le défi de la salubrité, qui ne peut que favoriser les prières ardentes à l'occasion de cette nuit. Adamasen, habitant de Pikine Taplawalo, préfère passer la nuit du prophète à la mosquée Mambrawangom de Léona, tandis que d'autres membres de sa famille préfèrent rallier la ville de Tivaouane. Vu les contraintes et l'emploi de temps chargé de mon travail, je ne peux pas y aller. Je suis obligé de rester à Saint-Louis et passer ce bout au quartier Léona, précisément à la mosquée Mambrawangom. Je ne pourrais pas y aller puisque l'année dernière, j'avais demandé à ma femme de rester pour garder la maison. Et comme toute la famille passe le Gamou à Tivaouane, donc cette année, je suis obligé de rester pour veiller sur la maison. Mme Maodo avait bien dit à tous ceux qui viennent de la région nord, si vous ne pouvez pas aller à Tivaouane, passez le Gamou à Pâle. À la mosquée Irsan de Serigne Mame Cissé, la bourda se poursuit et cela constitue une activité pour les préparatifs du Maouloud. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. De cette tendance à dépasser les délais qu'on s'est fixés dans les grands projets de l'État et parfois même dans le privé, au Sénégal. Pour en parler, nous sommes en direct au téléphone avec M. Segassi, expert en gestion de projet. Bonjour M. Si. Bonjour M. Nia. Nous sommes également avec M. Tcherno Tchoun, économiste, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. Bonjour M. Tchoun. Bonjour. Alors, M. Segassi, vous êtes expert en gestion de projet. Première question naïve, simple. Comment définit-on une échéance pour un grand projet? Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte? Nous savons que c'est un processus assez complexe, mais schématiquement et brièvement, comment pourriez-vous nous expliquer justement comment on décide que c'est à telle date qu'un projet sera achevé? Tout d'abord, permettez-moi de préciser une chose. C'est que naïvement, on pense qu'en réalité, fixer les délais, avoir un délai fixe et tout, c'est une science. En réalité, ce n'est pas une science exacte. Hein, parce qu'il y a très souvent de facteurs impondérables qui entrent en ligne de compte. Mais en tout état de cause, un projet est séquencé. En réalité, il est séquencé et phasé et décrit. Dans chaque phase qu'on décrit, qu'on prévoit en même temps un budget, c'est-à-dire un délai et en même temps un budget, c'est-à-dire un temps de réalisation avec la description de toutes les tâches et devant chaque tâche, il y a un coût, et une prévision de temps. Et la sommation de tout cela nous permet justement de dire, d'estimer que tel travail durera tel
temps. Voilà. Mais n'est-il pas possible d'intégrer dans la planification un certain nombre d'impondérables relativement prévisibles? Oui, justement, relativement prévisibles. Absolument. C'est-à-dire il y a toujours une marge d'erreur. Tu vois, oui, il y a toujours une marge d'erreur. Une prévision qui est faite et il y a toujours une marge d'erreur qu'on peut voir. Maintenant, il y a des facteurs qui entrent en ligne de compte très souvent, c'est l'homme. Parce qu'en réalité, on oublie que la première ressource que nous disposons, c'est la ressource humaine. Or, par définition, l'homme, justement, est au début et à la fin de tous les impondérables. Vous voyez, les impondérables. Et je ne pense pas que le fait de ne pas respecter un délai soit en même temps un problème, parce que le problème que nous avons très souvent en Afrique, c'est que nous pensons que les projets sont gérés par les techniciens, par les ingénieurs, alors qu'en réalité c'est un outil de management. C'est vrai qu'il y a des outils qui sont aujourd'hui mis à la disposition, les MS Project, des logiciels, voilà, d'être à la décision, qui nous permettent justement plus ou moins de définir, une prévision estimative, avec une marge d'erreur raisonnable. Mais pourquoi c'est un phénomène... excusez-moi. Pourquoi c'est un phénomène plus observable dans le public, dans les grands projets d'État, que dans le privé, notamment? Oui, mais tout simplement parce que dans nos projets, regardez, dans les grands projets, regardez, il y a une multitude d'intervenants. Très souvent, c'est l'État qui, pour les financements de l'État, déjà dans toute la chaîne de financement, dans toute la chaîne de prise de décision. Si c'est les bailleurs de fonds aussi, vous avez toute une procédure, des délais, d'avis de non-injection, notamment avec les bailleurs de fonds. Donc la personne qui doit donner son avis de non-injection, si elle n'est pas disponible, s'il y a un retard, par exemple, sur le paiement, ou bien sur la validation de tel dossier, il y a donc forcément des implications et des conséquences sur le calendrier prévisionnel de livraison des travaux. Très bien. Laissez-moi introduire M. Thierno Thioune, économiste, parce qu'il y a une dimension aussi économique de ces retards, de la gestion de projets en général. M. Thioune, déjà, votre point de vue sur cette tendance à dépasser les délais qu'on se donne nous-mêmes pour l'achèvement des projets, et subsidiairement, quel peut être l'impact économique de ces retards? Merci beaucoup. Il faut retenir, même si aucun projet de grande envergure n'est à l'abri d'un retard, ce qu'il faut peut-être regretter en plus d'être frustrant, c'est que le retard dans les délais de livraison du terre principalement, puisque c'est le prétexte qui a été emprunté. Pour être très précis, oui. Oui, c'est en plus que d'être regrettable vraiment et d'être frustrant. Dans le cas d'espèce qui est le terre, un projet principal du PSE dont le coût estimé à plus de 700 milliards, faisant toujours débat d'ailleurs, et qu'il y a des conséquences financières importantes. J'estime qu'il existe à mon avis, une multitude de raisons pour lesquelles, par exemple, les projets tels que le terre Dakar-Diamniadio, sont des projets emblématiques du septennat du président Macky Sall, a pris du retard. J'en retiens au moins 6 causes les plus courantes. On va en retenir peut-être 2 ou 3, rapidement, s'il vous plaît. Très bien. Donc la première, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une mauvaise planification. Ça, quand même, c'est notoire et c'est vraiment la caractéristique principale des projets d'envergure qu'on a connus jusqu'ici. Oui, mais nous avons quand même l'APIX, nous avons des experts en gestion de projets. Il faut le leur reconnaître. Ils sont réputés compétents à l'APIX et ailleurs, dans les ministères, dans les agences, etc. Peut-on parler de problèmes de planification quand on a toutes ces ressources à sa disposition? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les responsabilités à ces niveaux sont en fait systémiques. C'est-à-dire l'APIX joue son rôle, mais les autres acteurs aussi peuvent être défaillants. Parce que je voulais en arriver même à la troisième cause qui est celle peut-être technique, ou bien qui est liée aux fournisseurs, mais il ne faut pas ramener seulement la responsabilité à l'APIX. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette planification, elle transcende un certain nombre d'étapes qui doivent être très très importantes pour le projet. Maintenant, sur une des étapes, on est défaillant. Donc, naturellement, ça va être comme un effet de domino, ça va toucher tout le système. Maintenant, le point qu'il faut relever et qui est important,
c'est vraiment cet impact économique, n'est-ce pas, de ces retards. Vous savez que, par exemple, le TER va acheminer 115 000 usagers tous les jours et qui attendaient quand même le délai de livraison qu'avait annoncé le président de la République le 14 janvier 2019 lorsqu'il était à bord, n'est-ce pas, de ce TER lors de cette journée de lancement. Donc c'est 115 000 voyagers qui sont toujours impactés, n'est-ce pas, par les retards qui nous fait perdre plus de 100 milliards, n'est-ce pas, de francs CFA tous les ans. Ça, c'est vraiment le problème, l'impact économique le plus saillant. Mais naturellement, d'autres quand même surgissent et qui sont liés à ce manque de collaboration efficace entre les services. Ça peut être aussi lié même par un retard du fournisseur, n'est-ce pas? Mais aussi par les ressources financières qui pourraient être insuffisantes pour nos pays, puisque l'État, vous savez, est actuellement acculé et quand l'État est défaillant sur un de ses engagements. Donc des surcoûts par rapport au retard et des coûts d'opportunité par rapport à ce qu'on aurait pu faire durant tout ce temps de retard en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, même si l'État n'a pas vocation à faire des profits, il y a quand même des pertes indirectes de ce point de vue. Dernière série de questions, peut-être pour ces experts en gestion de projet. Quelle solution quand on constate finalement que le projet ne sera pas livré à date? Quelles sont les techniques qui sont à la disposition de l'État, des responsables du projet pour quand même raccourcir les délais ou essayer de les tenir dans des proportions raisonnables? Première chose, je pense qu'il faut d'abord noter que le projet cité en référence, c'est quand même un projet, c'est quand même un projet innovant au Sénégal. Et dans le cadre de l'innovation, c'est la première fois qu'on le fait. Très souvent, il y a le facteur découverte qui fait qu'on ne maîtrise pas forcément les choses parce qu'il n'y a pas d'expérience antérieure du point de vue local. Donc forcément, on aurait dû prévoir qu'il y aurait des dépassements, c'est clair, sur les délais et tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut aussi qu'on ait eu à séquencer en fait le projet en différentes phases et à chaque phase qu'on ait une équipe pluridisciplinaire et une transparence en fait, une fluidité dans le. Je pense que la clé c'est la transparence et la fluidité, que les acteurs puissent décrire, lister les tâches, les chiffrer, mettre des délais autour de ça et prévoir en même temps des impondérables. Et quand il y a des impondérables, parce qu'il y a des systèmes d'information, les MS Project, les comics, les tout, il y en a plein, ok? Donc, qui font que, à telle date, sur telle tâche, vous devez savoir qu'à telle date, vous devez livrer. S'il y a un retard, vous êtes informé, vous savez. Vous savez qu'il y aura un retard sur tout. C'est juste de communiquer. C'est un nouveau projet. C'est juste de communiquer, de dire que nous aurons un impondérable, nous aurons un délai de temps, et puis de communiquer à ce niveau-là et d'avancer. Est-ce que vous ne posez pas en filigrane la question de la dépolitisation aussi, de la gestion de projets au Sénégal? Parce que dès lors qu'on en fait une question politique, effectivement, on se retrouve enfermé. Vous savez, c'est vous qui dites que ce qui intéresse l'opinion, ce qui intéresse l'influence, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Écoutez, combien de projets ont été livrés ici, qui sont arrivés à temps, qui sont faits, je vous donne un exemple. Il y en a, mais c'est pas la majorité, il faut le reconnaître aussi. Oui, mais même s'il y en a pas ici, il y en a plein dans la sous-région. Il y a des acteurs ici dans ce pays que je connais, d'autres qui sont là, dont nous-mêmes, qui ont eu à livrer des projets de grande envergure, à coups de milliards, qui ont été livrés dans des pays, mais dans des délais qu'ils ont livrés en moins d'1 an, qui sont livrés, mais qui ne sont pas dans les médias, qui ne parlent, personne ne s'intéresse à cela, on ne parle pas. Et je pense que c'est tout cela qui fait qu'il faut regrouper toutes ces conférences et avoir une transparence. Très bien. Je connais des techniciens qui sont au niveau de la ville, qui sont au niveau de l'administration, que ce sont des gens hyper compétents, qui ont conduit des projets ici ou ailleurs, qui sont là, mais il y a des facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est un projet innovant et il faut juste prévenir les gens à temps pour dire, écoutez, il y aura un impondérable compte tenu du planning que nous avons et compte tenu aujourd'hui de la gestion du temps, nous savons qu'il y aura un tel retard. Mais le facteur clé, à mon avis, je pense, sur ce projet précis, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui financent, aussi bon, on a l'AFD, on a la Banque islamique de développement, on a d'autres partenaires financiers qui interviennent, et tous ces partenaires-là ont des procédures très souvent d'ailleurs très longues.
Qui font que s'il y a un retard, forcément, il y a une implication au niveau. D'autre part aussi, il y a la gestion locale qui fait que effectivement c'est un projet phare et quand il y a un retard, forcément, les adversaires ou les adversaires politiques s'en servent aussi. C'est de bonne guerre. Merci pour vos éclairages, Monsieur Segassi. Il nous reste 30 secondes. Un dernier mot, Monsieur Tierno-Tchoune. Oui, le dernier mot, moi je le place à l'emploi un peu de l'État, qu'il faut quand même un peu faire tout pour que le manque d'organisation, qui est vraiment souvent la principale cause des retards dans le domaine de la gestion de projet, soit banni. Sachez cependant que le retard n'est pas une fatalité et qu'il est possible quand même de l'anticiper si quand même on connaît les causes. Les causes, je les listais un peu plus haut. Donc pour moi, fort heureusement, la plupart quand même des raisons que j'ai évoquées et qui impactent ces 115 000 passagers, si ces raisons sont identifiées, il suffit simplement d'un peu de planification et d'organisation pour quand même respecter les délais, n'est-ce pas, de livraison de ces grands projets au grand bonheur de tous les concitoyens. Tierno-Tchoune. Merci à tous les deux d'avoir participé à Point de Vue aujourd'hui. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter.